Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui consolident, une consolidation au sommet, puisqu'on avait laissé le CAC 40 à un nouveau pic vendredi en clôture à plus de 7200 points. Les indices actions en Europe sont en baisse de 1 à 1,5% au quasi-terme de cette séance. L'idée d'une consolidation qui paraît légitime, on le rappelle, après la puissance du mouvement haussier qu'on a pu observer sur les premières semaines de cette année 2023. Phase de digestion légitime également après l'intensité du flux de nouvelles que les investisseurs doivent encore digérer après une semaine passée qui a été une semaine dense en matière d'informations macroéconomiques et de décisions de banque centrale. Les marchés sont encore en train d'évaluer le changement ou non de communication des banques centrales après les réunions de la semaine dernière et après un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui rebat les cartes. Je vous rappelle ce chiffre spectaculaire, plus d'1,5 million d'emplois créés aux États-Unis le mois dernier. En janvier, c'est au-delà de tout ce que les économistes pouvaient attendre et espérer pour ce mois de janvier. Est-ce une énorme surprise qui remet la pression sur les banques centrales? Est-ce une anomalie statistique qui sera corrigée dans les prochains mois? C'est toute la question pour l'instant, avec les résultats d'entreprises qui sont également à l'honneur à nouveau cette semaine. La semaine d'ailleurs sera avant tout microéconomique. Nous aurons par exemple les publications des banques françaises à partir de demain avec BNP Paribas, ou encore dans le secteur pétrolier des poids lourds qui n'ont pas encore publié, tels Total Energy ou BP, qui publieront leurs résultats annuels cette semaine. Voilà pour le programme du moment sur les marchés. Nous en discutons avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, le quart d'heure américain de Smart Bourse avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Et nous préparons le terrain pour Joe Biden qui prononcera la nuit prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi, son discours sur l'état de l'Union qui sera évidemment l'événement politique américain cette semaine. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Le retracement, c'est maintenant avec une séance de baisse un peu appuyée pour les indices actions européens en fin de journée et notamment pour la Bourse de Paris. Oui, le marché européen dans son ensemble entame la semaine en baisse et accuse le coût de la publication vendredi des chiffres de l'emploi américain plus élevés que prévu. Plusieurs banquiers centraux doivent prendre la parole cette semaine, à commencer par Jérôme Powell. Il s'exprimera demain à Washington avant une audition devant le Parlement européen de Christine Lagarde mercredi. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend. L'autre facteur d'incertitude pour le marché réside dans des inquiétudes géopolitiques après l'abattement par les États-Unis d'un ballon chinois. Ce dernier survolait leur sol depuis plusieurs jours. Le gouvernement chinois estime que les États-Unis ont gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a reporté sa visite à Pékin. En bourse, les valeurs du luxe sont dans le rouge. À noter également que le compartiment immobilier européen connaît la plus forte baisse du stock 600. Même chose pour le secteur technologique européen. Et puis le coup d'arrêt observé dans différents pays de la zone euro sur le front de la consommation en fin d'année dernière se confirme avec un indicateur des ventes au détail qui recule comme prévu en zone euro pour le mois de décembre. Selon les données Eurostat, l'indicateur souligne la faiblesse de la demande des consommateurs en fin d'année face à une inflation élevée. Le volume des ventes au détail y a diminué de 2,7% en décembre en glissement mensuel et de 2,8% en glissement annuel. Et puis l'actualité des entreprises marquée évidemment par la nouvelle alliance entre Renault et Nissan pour les 15 prochaines années, des annonces qui font reculer le titre Renault aujourd'hui. Et les deux constructeurs ont annoncé être parvenus à un accord afin de rééquilibrer la gouvernance de leur alliance. Renault, Nissan et Mitsubishi ont confirmé dans un communiqué commun publié ce lundi matin une série d'initiatives pour passer à l'étape supérieure. Nissan, qui détient 15% de Renault, va obtenir les droits de vote
vote correspondant. De son côté, Renault, qui possède 43,4% de Nissan, va redescendre à 15% de droits de vote. Le duo s'engage à ne pas augmenter ni réduire leur niveau de participation croisé pendant 15 ans. À une échelle européenne, le premier producteur européen de cuivre, Aurubis, plonge après l'annonce d'une baisse d'environ 24% de son bénéfice trimestriel. Et puis aux États-Unis, Tyson Foods chute. La baisse des prix du bœuf et l'augmentation des coûts de la nourriture animale a pesé sur le bénéfice trimestriel du groupe. Du rouge, enfin, pour Dell, après avoir annoncé la suppression de 6650 postes, soit environ 5% de ses effectifs du fait de la chute de la demande de PC. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Damien Charlet est avec nous, le directeur de la gestion sous mandat de Mescart Asset Management. Bonsoir Damien. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Sanso IS et à nos côtés également François Collet. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant obligataire et directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Commençons effectivement avec ces informations que les investisseurs digèrent encore peut-être en ce début de semaine, à savoir les derniers messages envoyé par les banques centrales la semaine dernière, François. Changement de cap ou pas ? C'était quand même l'idée sur laquelle on était resté après la conférence de presse de Jérôme Powell mercredi soir. L'idée en tout cas que la Fed ouvrait le champ des possibles pour peut-être préparer une pause à un certain stade dans le resserrement de sa politique monétaire. Et puis est venu effectivement ce chiffre d'emploi spectaculaire, phénoménal, pour le mois de janvier aux États-Unis, qui montre peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de l'histoire. Oui, alors effectivement, la Banque centrale américaine a ouvert la voie à une pause et de toute façon, on arrivait assez proche de ce qui était annoncé par la Fed comme étant à peu près son pic, entre 5 et 5,25 de taux. On est aujourd'hui à 4,75%, donc on voit bien qu'on se rapproche de la fin du mouvement. Et là-dessus, je ne pense pas que le chiffre de l'emploi qu'on ait vu, on a passé, c'est vrai qu'il y avait un deuxième chiffre qui était très important vendredi, qui était le chiffre de l'ISM, qui était excessivement bon également, qui est plutôt un indicateur... Service, oui. Et oui. Service, c'est le gros de l'économie américaine. Qui est plutôt un indicateur avancé, alors qu'on pourrait toujours se dire que l'emploi est un indicateur retardé, que sur le mois de janvier... on a une saisonnalité très négative sur le marché de l'emploi. En fait, on n'a pas créé 500 000 emplois, on en a détruit 2 millions, au lieu d'en détruire de manière classique 2,5 millions sur un mois de janvier standard. Donc c'est vraiment, il faut regarder la saisonnalité de ces chiffres-là. Donc on pourrait toujours chercher des petites choses dans le marché de l'emploi qui pourraient dire que ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, l'ISM est quand même, lui, très fort et laisse imaginer que la croissance américaine, qui a peut-être connu un peu de fléchissement l'année dernière, avec la baisse du marché immobilier de manière très importante. Celui-ci, on voit les demandes de prêts hypothécaires qui recommencent à redémarrer avec la baisse qu'on a vue de 100 points de base des taux hypothécaires depuis maintenant un mois et demi. On a eu aussi au mois de décembre une météo très négative aux États-Unis et donc, oui, effectivement, on peut avoir un petit infléchissement à court terme de la macroéconomie américaine. Alors, est-ce que ce léger redémarrage de l'économie américaine de court terme augure ou devrait changer quelque chose pour la Fed ? On ne pense pas vraiment. On pense qu'on est assez bien balisé vers un taux terminal entre 5 et 5,25% de la part de la Fed. Là où il peut y avoir plus de questions, c'est sur ce qui se passera par la suite. Parce que le marché va assez loin, aime bien anticiper toujours et se dit que après ce cycle de hausse de taux doit rapidement venir un cycle de baisse de taux. Nous, il nous semble un peu prématuré pour commencer à anticiper ce cycle de baisse de taux qui est vu par le marché comme arrivant dès la deuxième partie de cette année. Ce qui est assez frappant dans la communication de Jérôme Powell mercredi soir sur cette question des anticipations de marché, c'est que ça a été une bataille permanente, notamment dans la phase de front-loading où il fallait aller vite et fort pour resserrer la politique monétaire américaine. Et depuis Jackson Hole, notamment en août dernier, Jérôme Powell et les équipes n'ont de cesse d'essayer de repousser ces anticipations de marché qui persistent. Il a mis beaucoup moins d'allant la semaine dernière pour se battre contre les conditions financières telles qu'elles existent aujourd'hui et les anticipations de marché qui persistent.
Oui, parce que je pense qu'il était pendant toute l'année dernière dans une situation très inconfortable où il était taxé d'avoir fait trop et d'être en retard par rapport à l'inflation. L'inflation a quand même diminué depuis quelques mois aux États-Unis et puis pour la première fois, effectivement, on a des taux réels aux États-Unis, une politique monétaire qui est au-dessus du niveau d'inflation et donc aujourd'hui, il n'est plus dans la même situation d'être finalement sur la défensive. On ne peut pas trop le taxer d'être excessivement laxiste et donc il est un petit peu plus confiant et il n'a pas besoin d'aller repousser les anticipations de marché. D'accord, mais c'est un bras de fer quand même qui reste devant nous de ce point de vue-là. Pas nécessairement parce que le marché nous dit que la Fed va baisser sans doute plus vite que ce que nous dit la Fed elle-même, ouais. Mais c'est parce que le marché anticipe que l'inflation va diminuer plus rapidement que ce que nous dit la Fed. Bon, Jérôme Powell a dit, écoutez, si l'inflation suit nos anticipations, nous ne baisserons pas cette année, mais il n'a pas besoin d'avoir à contredire le marché. Il y a toujours le « si ». Qui fait qu'il n'a pas besoin de contredire le marché et finalement de faire ce pushback. Il accepte, il reconnaît qu'il peut y avoir des vues différentes que celles de la Réserve fédérale américaine et que dans le marché, il y a sans doute des vues différentes sur la vitesse de désinflation qu'on pourrait observer encore devant nous pour l'économie américaine. On a vu depuis 2 ans que la prévision de l'inflation était quand même un exercice assez difficile. Messieurs, vos commentaires dans le sillage effectivement de ces réunions de Banque centrale, hein, ça reste quand même un sujet dominant à ce stade. Après la Fed, la Banque centrale européenne la semaine dernière, est-ce qu'on commence à envisager la possibilité d'un changement de cap, d'une communication plus équilibrée qui prendrait en compte également un peu plus peut-être la partie croissance ? Est-ce que c'est déjà visible ? Est-ce que c'est prévisible à ce stade ? David ? Alors, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur le combat des banques centrales. Hein. Ils ont été très clairs. Il suffit juste de relire les différents communiqués. Ils nous ont dit très clairement, la croissance, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la lutte contre l'inflation. Ils ont été extrêmement vocaux sur ce thème-là. Je pense que leur détermination n'a pas bougé d'un iota. Et alors effectivement, on se protège en disant, voilà, si l'inflation baisse, voilà ce qui va se passer, etc. Alors, là-dessus, on a un guide quand même. On peut regarder. Alors, je sais que l'histoire ne se répète pas, mais bon, quand même, des fois, comme disait Mark Twain, ça rime. On se retrouve avec des statistiques qui nous disent qu'une fois que l'inflation est passée autour des 8% et plus, elle baisse autour de 6%. OK ? Mais arrivé à 6, ça stagne. Et ça stagne pendant un bon moment. Voilà. Donc, alors, le 6 s'entendant au sens large, hein, que ce soit 5, même à 5, voilà, autour de 6, voilà, il y a un palier. Et ce palier, généralement, il prend du temps à être résorbé. Je pense que la clé, elle est là. Et donc, ça va être très intéressant de voir si cette poursuite de désescalade de l'inflation, j'ai envie de dire, jusqu'à présent, elle est dans les clous, hein, elle est dans les paramètres historiques qu'on a vécu. Il n'y a pas de surprise majeure. Est-ce qu'à partir de là, on arrive à retomber aussi vite que ce que nous disent les marchés autour des fameux 2% ? Nous, ça nous étonnerait. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que le débat, il est là. Et le risque, il n'est pas tant sur le taux terminal, effectivement. Il est sur cette durée, le temps auquel on va rester sur ce taux-là. Et je pense qu'à un moment donné, malgré tout, parce que on a beau dire, hein, on va vérifier bien entendu que les chiffres qu'on a eu vendredi ne sont pas des anomalies, qu'il ne faut pas qu'un chiffre pour faire une tendance, etc. Donc on va vérifier, voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent au niveau de l'emploi, etc. Mais ce n'est pas avec les tensions que l'on a sur le marché du travail actuel et un ISM des services qui repart comme ça repart, qu'on peut justifier une inflation à 2%. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit décalage qui est... les marchés n'ont clairement pas envie d'écouter ce qu'on leur dit. On va voir. Je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si ça a commencé maintenant, si c'est la phase qu'on a commencé aujourd'hui ou si ça viendra un petit peu plus tard, mais dans les semaines, mois qui viennent, on va avoir un recalage des attentes et à mon avis, dans le sens où le marché devrait réaliser que une inflation, ça ne baisse pas aussi vite que ça, même s'il y a des effets de base etc., qui encouragent. Ça prend beaucoup plus de temps que cela à calmer. Et voilà. Donc, bon, prochaine étape, c'est le CPI de janvier qui sera publié la semaine prochaine. Hein, voilà. Alors, sur une fonction un peu retardée, mais ce sera quand même intéressant de voir si
ce processus de désinflation se poursuit à ce stade. Est-ce qu'il peut être encore linéaire devant nous? C'est pas sûr, vous dites, David. Mais je pense qu'on n'est pas du tout dans un cas de figure où les banques centrales ont envie de changer de combat et de se dire « Ah oui, il faut quand même qu'on fasse attention à la croissance ». Je crois que pour le moment, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est l'inflation. On sait très bien pourquoi ils ont cet objectif. C'est que politiquement, ça a des conséquences qui sont très, très dures. Socialement, c'est très dur à tenir au niveau des pays qui vivent ces inflations qui ont été à 2 chiffres. Donc, c'est leur combat. Ils vont le garder tel quel. Et je ne les vois pas changer de cap avant de voir une inflation revenir significativement, on va dire, en dessous des 4. Voilà. David, bon, état des lieux, vos commentaires là sur les dernières communications de Banque Centrale, sachant encore une fois que c'est une partie importante, sans doute, on va parler du marché, mais de ce qui anime le marché depuis quelques semaines maintenant. L'idée que 2023 marquera un changement par rapport à 2022 sur le front des politiques monétaires. En fait, c'est ce qui a été un peu étonnant, je trouve, à la fin de la semaine dernière sur la réaction des marchés par rapport aux interventions des banques centrales, c'est que la tendance naturelle de l'inflation, on la connaît, je veux dire, sur l'année 2023, elle va baisser. Oui. Après, effectivement, on ne sait pas quel sera le taux final d'inflation, où est-ce qu'on va atterrir et à quelle vitesse, mais en tout cas, la tendance, on la connaît. Et donc, cette tendance, elle fait que les banques centrales, ça paraît naturel qu'elles changent de discours et qu'à un moment donné, alors ça fait déjà quand même pas mal de temps, ça fait déjà plusieurs mois que les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales changent un peu de posture dans le courant du premier trimestre 2023. Donc, ce qu'elles ont annoncé la semaine dernière, ça paraît pas si étonnant que ça, puisque c'était déjà plus ou moins annoncé. Maintenant, c'est vrai que vous avez un certain nombre d'investisseurs qui regardent au mot près ce que disent les banques centrales, bon, ce qui paraît un peu absurde. Donc là, effectivement, il y a eu un petit, ou en tout cas ce qui a été interprété comme étant un tout petit peu plus accommodant que ce qui était attendu, aussi bien de la part de la Fed que de la Banque Centrale Européenne. Pas plus au quiche, en tout cas. En tout cas, pas plus au quiche. Et d'ailleurs, si on parle de comparaison, oui. Il y a une vraie différence de discours, notamment de la part de la BCE, parce qu'on se souvient qu'en décembre... Parce que le marché a réagi exactement de la même manière, post-Fed et post-BCE la semaine dernière. Oui, sauf que peut-être que les raisons sont un peu différentes. Parce qu'aux États-Unis, il y a effectivement un vrai infléchissement de l'inflation. On le voit dans un peu tous les chiffres. En Europe, c'est beaucoup moins évident, même si l'inflation globale, elle a peut-être atteint un plateau. L'inflation core, elle n'a pas montré grand-chose encore. Et la semaine dernière, on a même eu des chiffres des prix à la production qui ont montré que non seulement il n'y avait pas de ralentissement, mais ils avaient plutôt rebondi sur le mois précédent. Donc en Europe, la question se pose beaucoup plus. En revanche... dans la tonalité du discours, effectivement, en décembre, tout le monde avait été étonné par la fermeté de Christine Lagarde. Et là, elle a introduit peut-être même un peu trop de souplesse dans son discours. Mais on a un peu l'habitude maintenant, j'allais dire, avec la Banque Centrale Européenne qui, au moment de la réunion, tient un discours qui parfois peut être un peu amendé dans les jours qui suivent par différents banquiers centraux qui disent attention, vous n'avez pas bien compris ce qu'on a dit. Là, le service après-vente a été lancé là tout de suite. Et ça fait déjà plusieurs fois que, comme vous dites, il y a un service après-vente après la BCE. Et là, clairement, le service après-vente, c'est de dire attention, effectivement, l'inflation a peut-être touché un plateau et la situation économique est mieux équilibrée, mais on ne va pas baisser les taux. Et dans ce sens-là, je pense que la Fed, comme la BCE, répète à volonté que peut-être qu'elles arrivent au bout, ou en tout cas qu'elles s'approchent du bout en ce qui concerne les hausses de taux, mais en tout cas qu'on ne va pas baisser les taux. Et je pense que les investisseurs ont d'abord un réflexe qui est de regarder l'historique, et effectivement l'histoire ne se répète pas, mais quand même, il a quand même tendance à se répéter assez fréquemment. Et si on regarde l'histoire en ce qui concerne les banques centrales, et si on regarde la Fed notamment, sur les 30 dernières années, la première baisse de taux, elle survient en moyenne 7 mois après la dernière hausse. Dernière hausse, mars. D'accord. Première baisse, novembre. C'est bête et méchant. Hein. On ne dit pas que c'est ce qui va arriver, mais je pense que... on y est pas, le marché n'est pas si loin de cette idée-là. Exactement. Ouais. Et même pour la Banque Centrale Européenne, avec un état d'inflation différent de ce qu'on observe aux États-Unis, vous dites, si la Fed se met en pause... la BCE n'aura pas d'autre choix que de suivre ce mouvement, ou est-ce que la BCE peut se voir encore au quiche longtemps après que la Fed ait stoppé le resserrement? Pour l'instant, les prévisions ne sont pas très très éloignées, c'est-à-dire que la Fed, elle a peut-être 1 ou 2 hausses de taux devant elle, et la BCE, on est un peu sur le même ordre d'idée, et les deux disent que de toute façon leur décision sera très dépendante des données qui vont tomber. Donc
on n'est pas très éloigné. Maintenant, comme on le sait, il y a toujours un décalage entre l'économie européenne et les politiques monétaires entre les États-Unis et l'Europe. Et ce décalage, il est souvent de l'ordre de 6 mois. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas mal aligné. D'ailleurs, on a retrouvé... Les taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe se sont quand même pas mal rapprochés ces derniers mois. Les spreads se sont resserrés, ce qui a sans doute aussi permis à l'euro de rebondir. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans des postures très différentes en ce qui concerne les banques centrales. En revanche, on n'est pas au même niveau d'avancement en ce qui concerne l'inflation. Donc ça restera à voir. Tout à l'heure, vous mentionniez aussi, on peut avoir des surprises de la part de la Fed. Jérôme Powell, je ne sais plus si c'est ce week-end, mais il a dit, quand quelqu'un lui a posé la question sur est-ce que vous allez être plus accommodant dans le futur, il a dit, vous verrez, ce dont on a discuté aux minutes de la Fed, qui vont être publiées oui, bien sûr. Oui. Et donc, on va voir ce qu'il y aura dans les minutes de la Fed, mais... la nature des discussions qui aura animé le dernier comité de politique monétaire. Mais pour terminer, je trouve que je disais que la réaction de marché m'avait étonné parce que je trouve que effectivement, l'économie va bien, va mieux. Les entreprises publient des bons résultats et c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'alarmisme de ce point de vue-là. Mais on est clairement, en tout cas, on était clairement jusqu'à vendredi dans une psychologie particulièrement positive en ce qui concerne les prévisions de taux d'intérêt, d'inflation, sachant que ces derniers mois, on avait plutôt tendance à penser que si l'économie allait bien, c'était un risque pour l'inflation. Et là, ces derniers jours, on va dire ces 2 dernières semaines, l'économie va bien. Mais l'économie va bien, c'est un risque pour l'inflation, ça, on a oublié. Et ça, c'est peut-être ce qui est en train de revenir aujourd'hui et ce qui explique pourquoi le marché baisse aujourd'hui. En tout cas, il faut quand même constater qu'avec 3,4% de taux de chômage aux États-Unis aujourd'hui, on semble commencer à avoir une petite détente des pressions salariales, alors qu'en début d'année 2022, on avait un taux de chômage qui était un peu plus élevé, à 3,8%. Au premier trimestre 2022, avec des pressions salariales. Le salaire horaire moyen progressé à plus de 5%, 5,5%, quasiment 6%. Il ne progresse plus que de 4,4% sur un an, selon le dernier rapport. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il ne vous a pas échappé que dans le dernier rapport, les Américains ont travaillé 0,3 heures de plus. Et donc, pour tous ceux qui sont payés... à la semaine ou au mois, le salaire horaire a finalement, in fine, a diminué. Donc, on risque d'avoir un petit retour de bâton le mois prochain avec ces heures hebdomadaires travaillées qui sont assez volatiles et qui sont plutôt sur un point haut en ce qui concerne le cycle actuellement. On peut imaginer un petit reflux là-dessus et ce reflux devrait a priori pousser à la hausse les salaires horaires au mois de février. Sur la partie européenne, François, alors la BCE, il y a aussi l'idée qu'on ne parle plus du tout du risque souverain à ce stade. C'était, il y a 6-9 mois, le risque majeur pour la BCE, pour la normalisation de la BCE. La BCE ne pourra pas normaliser parce que le risque souverain est là et s'exprimera et mettra une limite à la capacité de la BCE à normaliser. Là aussi, rien ne s'est passé comme prévu ces derniers mois. C'est vrai qu'en début d'année dernière, tout le monde était négatif sur l'Italie. C'était une année à élection à danger. Et puis finalement, cette élection, même si elle a amené Giorgia Meloni à la tête de l'Italie, elle a amené une Giorgia Meloni peut-être plus sage que ce qu'on aurait imaginé précédemment. Pas de confrontation vis-à-vis de Bruxelles dans le budget. Grâce, c'est vrai, en partie à l'erreur de Liz Trump au Royaume-Uni. Liz Truss, pardon. Mais Liz Trump, c'est pas mal aussi. Ça marche aussi, Liz Trump. De Liz Truss au Royaume-Uni. Donc, Giorgia Meloni peut sans doute la remercier. Et puis, la BCE a fait un très beau travail. Le dernier point à souligner, c'est, je pense qu'avec la hausse des rendements généralisés, il y a un retour d'appétit assez important sur le marché obligataire. On voit beaucoup d'investisseurs qui cherchent à acheter ces niveaux de rémunération 3,
3, 4, 4,5% de rendement pour de l'investment grade, c'est quand même des choses qu'on n'a pas vues depuis des années, depuis une décennie. Et donc, les investisseurs choisissent parmi ça les emprunts d'État italiens, espagnols, grecs également. Et donc, on voit une bonne tenue de ces spreads périphériques. Cet appétit des investisseurs privés, elle est suffisante pour absorber tout ce qui arrive en matière d'émissions obligataires cette année en Europe ? Au mois de janvier, oui, sans aucun problème. Le souci, c'est qu'on va continuer au mois de février. C'est qu'il y a 11 autres mois derrière. Il y a 11 autres mois derrière. On aura demain une syndication d'une nouvelle OAT à 30 ans. C'est important, ça ? Oui, c'est important. Alors, il y aura de la demande, ça vaut plus de 3%. Alors, effectivement, à plus de 3%, il y a des gens qui vont être intéressés par acheter cette OAT à 30 ans, qui valait moins de 1% il y a encore pas si longtemps que ça. Le fait est que, attention, dans un mois, la BCE achète le primaire. Dans un mois, la BCE sera beaucoup moins présente pour acheter. Donc je ne sais pas si ça suffira. En tout cas, je pense que la BCE a été suffisamment crédible avec le TPI qu'elle a annoncé, ou la possibilité du TPI qui a été annoncée au cours de l'été dernier pour calmer les ardeurs de tous les investisseurs qui voudraient spéculer contre la zone euro. Un risque en moins à ce stade, le risque souverain en Europe, David ? Pour le moment, oui. Pour le moment, Pour le moment, oui. Ouais. Mais effectivement, la clé réside dans la réduction du bilan de la BCE. Ouais. Donc on va voir un peu comment ils vont... On est en terrain inconnu. Enfin, quand on fait les maths, quand même, on sait à peu près de combien va réduire son bilan la Banque Centrale Européenne. On voit ce qui arrive en termes d'émissions. Enfin... Oui, alors la répartition va être intéressante à suivre. Parce que là-dessus, ils sont restés quand même assez opaques pour le moment. Ils ont donné quelques indications. Notamment la prise en compte de critères extra-financiers, compte première. Pour le réinvestissement des dettes d'entreprise. Exactement, donc là-dessus c'est quand même intéressant de voir que c'est la première fois que la Banque centrale mettait en avant ce point-là, donc c'est tout à leur honneur, il faut le souligner. Mais oui, après, la clé de répartition reste... très opaque. Je pense que c'est à juste titre, parce qu'ils veulent justement se garder cette marge de manœuvre pour pouvoir tempérer un petit peu les ardeurs des uns et des autres. Si on en vient au marché, Damien, un premier mois de janvier effectivement spectaculaire. Février commence peut-être avec l'idée d'une légitime consolidation. Néanmoins, ce qui frappe, c'est la vitesse à laquelle les informations sont intégrées par les investisseurs là, depuis le début de cette année 2023. Alors, à tort ou à raison, on verra. Il y a peut-être un biais de sélection dans le marché qui choisit les meilleures nouvelles par rapport à celles qu'il ne veut pas voir. J'en sais rien, mais en tout cas, ça va très vite. Alors, il faut voir une chose, c'est que effectivement, il y a un biais des investisseurs qui a changé très très vite. Mais à la fin de l'année dernière, les investisseurs étaient particulièrement négatifs, avec pourtant des bénéfices qui avaient bien augmenté en 2022 et des prévisions d'augmentation de bénéfices en 2023, crédibles ou pas crédibles, peu importe, j'allais dire à la limite. Mais en tout cas, on avait des marchés qui avaient corrigé dans un contexte de hausse des bénéfices, donc les valorisations avaient fortement baissé. Donc c'est pas ce que le marché regardait. Absolument. De toute façon, la psychologie fait que les valorisations, à certains moments, elles montent à 18 et à d'autres, elles tombent à 10. Donc c'est beaucoup de la psychologie. Maintenant, quand la psychologie devient meilleure, parce que la visibilité, selon les investisseurs, est meilleure, parce que le risque de récession baisse, à ce moment-là, ils vont peut-être regarder un peu plus ce qui se passe au niveau des bénéfices. Et ce qui se passe au niveau des bénéfices, pour l'instant, c'est plutôt rassurant, puisque les prévisions 2023, avec les publications qu'on a eues jusqu'à présent, elles n'ont pas beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'on est à peu près, je crois, à zéro de révision haussière ou baissière sur les marchés européens, et peut-être à moins 2, moins 3% de révision sur le marché américain. Ce qui nous donne quand même, malgré tout, encore des petites hausses de bénéfices en 2023. Et donc, si on fait juste du factuel... 2022, hausse des bénéfices 14% si on exclut le pétrole en Europe, 4% aux États-Unis. 2023, on va dire 0 plus pour l'Europe et les États-Unis. Donc ça nous donne une décroissance de bénéfices sur 2 ans de entre 14 et 20 pour l'Europe. On va dire 15-16 plutôt, on est un peu plus prudent sur l'Europe. Et entre 5 et 10 pour les États-Unis. Donc ça, c'est sur 2 ans. Sur 2 ans. Avec des marchés qui finalement...
avec la hausse de ce début d'année, le CAC 40 et le marché européen est revenu à zéro. Ouais, Bon, flat sur un an. Donc, de manière factuelle, est-ce que la hausse de début d'année est absurde? Non. C'est, j'allais dire, un retour de bâton, comme il y en a à chaque fois, c'est-à-dire trop de pessimisme à la fin de l'année dernière. Pas forcément trop d'optimisme aujourd'hui. De l'optimisme, oui, mais trop, ça dépendra évidemment énormément de ce qui va se passer au niveau de l'inflation. Mais en tout cas, peut-être un peu plus d'objectivité par rapport à la qualité de la résistance économique. Et ça veut dire que si on met de côté la politique monétaire, enfin, sans nouvelle surprise du côté de la politique monétaire, ça veut dire que le marché sera beaucoup plus dicté par les performances bénéficiaires des entreprises. C'est ce qui va compter le plus, là, dans la performance des marchés actions, notamment, parce que vous le disiez, effectivement, là, plus 10 sur le mois de janvier, avec les niveaux de bénéfices par action anticipés, on a déjà fait la perte de l'année, quoi. Oui, alors, bah oui. En fait, les investisseurs, j'allais dire, regardent les fondamentaux quand ils ne sont pas perturbés par la psychologie. Donc, tant qu'il n'y aura pas de stress particulier sur l'inflation notamment, je pense qu'effectivement, ils regarderont les résultats des entreprises. Maintenant, on va quand même être tiraillé en permanence cette année entre est-ce que la croissance va être solide et va permettre aux bénéfices des entreprises de bien résister, ou est-ce que la croissance va gentiment s'effriter parce que l'inflation ne baisse pas assez, et parce que finalement les États-Unis ralentissent, l'Europe ralentit, et ça se finira par se voir au niveau des résultats des entreprises. Donc il va y avoir un arbitrage entre croissance et inflation en permanence cette année, et c'est ce qui va un peu dicter le comportement des marchés financiers. Mais ça sera vrai sur les actions, mais ça sera encore plus vrai sur les obligations. Oui, c'est d'ailleurs ça qui est assez perturbant dans ce moment, c'est que c'est le rallye général. Le marché obligataire rallie, mais parce que, j'allais dire, à la fin de la journée, il y a quand même l'idée du ralentissement économique, l'idée du slowdown, voire de la petite récession qui ramène les taux longs à des niveaux moins élevés que ce qu'on connaissait il y a quelques mois. Et puis sur les marchés actions, alors là, pour le coup, c'est rallye général là aussi, mais on achète parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de ralentissement, quoi. Alors, des bénéfices, en tout cas, des bénéfices. C'est très intéressant d'essayer de décortiquer un petit peu le rallye qu'on a eu au mois de janvier. Parce que finalement, c'est un rallye qui est quand même très compliqué pour un investisseur rationnel. Qu'est-ce qui a monté? Donc, côté valeur de croissance, on peut se dire oui, c'est normal, les valeurs de croissance rebondissent, c'est normal, elles ont été dépréciées, etc. Mais à l'intérieur de ces valeurs de croissance, qu'est-ce qui rebondit le plus? La techno non rentable. Donc les boîtes qui perdent de l'argent, voilà, c'est la techno non profitable. C'est un segment qui est assez bien identifié maintenant en termes de facteurs. Quand on regarde côté value, c'est les boîtes les plus cycliques, les plus risquées, les plus endettées qui rebondissent le plus. Donc, quel que soit l'environnement de marché, que ce soit au sein des valeurs de croissance, que ce soit au sein des valeurs décotées, globalement, j'ai envie de dire, ce sont les valeurs que vous n'avez pas envie de détenir qui ont monté. Il y a un manque de qualité dans ce rallye, vous trouvez, David? Très clairement. Nous, en revanche, en tant qu'investisseurs chez Sansot, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des valeurs qu'on appelle robustes, c'est-à-dire des valeurs qui ont quand même un peu de croissance, qui sont pas trop chères, voilà, on est le mouton à 5 pattes, oui, que le Graal, bien sûr. Tout le monde aimerait détenir. Donc, on fait bien sûr des concessions sur un ou deux de ces facteurs, mais globalement, on cherche des sociétés bien équilibrées. Là, c'est pas du tout des valeurs équilibrées qui ont performé, quoi. C'était vraiment ce qu'on appelle le quatrième quartile, qui a monté. Les saletés qui remontent, oui. Alors, il n'y a pas que les saletés quand même. Non, pardon. Là c'est une vision agrégée. D'accord. Quand on descend factoriel du rallye. D'accord. Exactement. C'est un peu l'autopsie du rallye. Très bien. Voilà. Mais bien entendu, quand on regarde à l'intérieur, il y a toujours des titres dont la hausse est tout à fait justifiée. Et c'est tout à fait normal. Mais globalement, avec un petit peu de recul, c'est un mouvement de marché qui est compliqué. Comment vous regardez la corrélation obligation-action, François? Elle est toujours très positive. Alors, dans le bon sens, parce que là, tout monte, mais c'était le cas pour le pire l'an dernier également, François. Cette corrélation, elle doit évoluer, il faut qu'elle évolue? Ce serait souhaitable pour les investisseurs, en tout cas, parce que effectivement, la diversification n'apporte pas grand-chose aujourd'hui. 2022, vous pouviez acheter n'importe quoi, vous perdiez de l'argent. 2023,
Vous achetez n'importe quoi, vous avez de l'argent. Donc finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de se couvrir. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, le marché ne voit que les banques centrales, malheureusement. Il n'y a pas encore de dynamique importante sur les révisions de bénéfices par action pour l'année. Alors on le verra peut-être petit à petit à un moment dans l'année. Le marché a vu la baisse de l'inflation, et c'est vrai que la baisse de l'inflation, la baisse des prix des matières premières qu'on voit depuis le début de l'année est quand même très positive pour le scénario du soft landing. Même Larry Summers, le principal opposant de la Fed l'année dernière, finit par admettre que ce scénario prend de l'ampleur. Donc oui, si on a ce soft landing, qu'on a moins d'inflation. Donc, qui dit moins d'inflation dit que les revenus réels vont réaugmenter et donc la croissance pourrait tenir un peu mieux. Et donc, finalement, les gens se disent moins d'inflation égale peut-être un peu plus de croissance égale pas de récession et donc plus d'erreurs de politique monétaire et c'est bon pour tout. Soft landing, ça implique quand même un landing. Hein. Ouais. Non, mais parce que maintenant, il y a presque l'idée du no landing qui se développe. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus d'atterrissage. Quoi. Enfin, Oui. Il va quand même falloir... On est d'accord. Oui. On est d'accord. Il faut quand même qu'il y ait un atterrissage. Si on veut que l'inflation baisse, après... C'est le but, je crois. Oui, non, mais... C'est vrai. Après, le risque de ce scénario, c'est quand même que les salaires restent supérieurs à l'inflation et qu'on ait effectivement une inflation qui baisse moins que ce qui est anticipé d'une part, mais d'autre part que ça comprime les marges des entreprises. Et que finalement, on ait d'ici la fin de l'année une révision à la baisse des anticipations de résultats. Et ça, il nous semble que le marché action, il est pricé aujourd'hui pour cette perfection qui, encore une fois, peut tout à fait se produire, mais le meilleur n'est pas certain non plus. Oui, c'est ça. Ça crée une forme de fragilité d'être pricé pour la perfection. Le moindre écart par rapport au scénario peut être sanctionné lourdement. Oui, je voulais juste ajouter une chose par rapport à la corrélation. Bien sûr, la corrélation va rester forte entre les obligations et les actions parce que les deux, indirectement ou directement, sont dépendantes de l'évolution des taux d'intérêt. En revanche, ce qu'on peut juste ajouter par rapport à 2022, c'est qu'avec des rendements qui sont très nettement supérieurs à 2022 en ce qui concerne les obligations, leur capacité à absorber un peu une éventuelle hausse de taux est quand même bien meilleure maintenant qu'en 2022. Donc, si jamais il y a, on ne va pas dire un choc de taux, mais en tout cas, si jamais on a des mauvaises surprises sur les taux d'intérêt, on souffrira moins quand même cette année que l'année dernière sur les obligations. Ouais. Bon, justement, sur la partie investissement, là, où est-ce qu'on trouve des terrains d'investissement confortables aujourd'hui, dans l'obligataire, dans les marchés actions, sachant que dans les deux mondes, encore une fois, les primes de risque ont été consommées quand même très vite, les spreads se resserrent, les espérances de gains sur les actions mathématiques, probables, sont déjà atteintes. Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce stade ? À ce stade, nous, on préfère toujours augmenter le risque sur les obligations que sur les actions. Ouais. Sur les actions, il peut peut-être y avoir quand même un petit plafonnement et une respiration. Sur la partie obligataire, on a toujours des rendements qui sont élevés. On a un scénario économique qui est quand même moins à risque aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Donc, avec un marché obligataire qui price des taux de défaut aujourd'hui qui sont quand même relativement élevés, on peut être assez serein sur le risque qu'on prend quand on achète des obligations. Et c'est vrai sur l'investment grade, mais c'est vrai aussi sur le rendement. Alors l'investment grade, on disait que c'est effectivement les rendements espérés pouvaient être de 3,5-4%. Sur le high yield, ça a quand même bien monté. Donc on n'est plus à 7-8, on est plutôt à 6,5-7. Bah oui, ça rebaisse vite quand même aussi. Oui, ça va très vite. Oui. En fait, depuis le point bas du mois d'octobre, le haut rendement européen a gagné 10%. Et l'investment grade a gagné 6%. Donc ça a quand même déjà bien rebondi. Et ça a bien rebondi notamment parce que le scénario s'est amélioré, donc les primes de risque ont baissé. Mais on est toujours sur des primes de risque qui sont plus du tout à des niveaux de récession, mais qui ne sont pas non plus à des niveaux d'optimisme absolu. On est un peu entre deux. Donc il y a sans doute un petit peu à gratter au niveau des primes de risque si jamais le scénario se confirme comme étant
un soft landing. Idéal. Voilà. Idéal, non. Pas idéal, mais... Si, mais idéal par rapport à la situation. Oui. Idéal par rapport à il y a quelques mois. Oui. Mais voilà, c'est ça. Mais si jamais c'est un scénario qui est raisonnable, on va dire, a priori, avec les rendements qu'on a sur les obligations, on n'aura pas de mauvaise surprise. Et on ne se fera pas trop peur, on aura moins de volatilité potentiellement que sur les actions, même si on pense que cette année, dans un scénario comme celui-là, les actions seront positives et finiront l'année potentiellement plus haut qu'aujourd'hui. N'ayant pas envie de mettre du risque partout en même temps, on augmente le risque sur la partie obligataire. Ouais. David, sur la stratégie d'investissement. Je rajouterais une petite précision au scénario énoncé jusqu'à présent, c'est que nous on aime bien l'obligataire aussi, mais l'obligataire court terme et au rendement court terme. Je trouve qu'on est payé. Pourquoi ce choix? Pourquoi le court high yield? Souvenez-vous du scénario que j'ai un petit peu esquissé, qui est un scénario où à un moment donné, les anticipations du marché et la vision de la Banque centrale vont devoir se recaler. Donc nous, on est dans un scénario où à un moment donné dans l'année, on va avoir un petit peu cette remise à zéro où le marché va se dire ah oui tiens en fait les taux vont rester élevés plus longtemps que prévu, donc il va y avoir un petit repricing, ce repricing va générer de la volatilité et on veut être prêt pour déployer du capital de manière significative là. À ce moment-là, en attendant, on est quand même payé pour attendre, c'est-à-dire que sur de l'obligataire court terme au rendement, on est maintenant donc sur du, j'ai envie de dire 2024, donc c'est dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, on a encore du 4,5% de portage. Et c'est suffisant parce que l'entreprise notée high yield, catégorie spéculative, même si on peut être un bon élève dans la catégorie spéculative, sur les 2 ans, elle peut avoir quand même un sujet de refinancement, une question de liquidité. Enfin, c'est un risque qui en vaut la chandelle sur 2 ans, là. Alors, en fait, sur 2 ans, on commence quand même à avoir pas mal de visibilité sur la capacité d'une société à rembourser sa dette. Je comprends. D'autant plus que le vrai mur de la dette, il n'est pas en 2024, il est un peu plus tard. Plutôt plus tard. Donc là-dessus, je ne dis pas qu'il n'y a pas de casse, mais en faisant son travail à la fois en analyse des dossiers et à la fois en diversification, parce que encore une fois, il n'est pas question de tout parier sur 5 ou 7 valeurs. On parle de portefeuilles qui ont plus d'une centaine de lignes. Donc, pour capter véritablement cette prime de rendement, on arrive finalement à avoir ces 4,5% de portage, ce qui nous permet d'être en position d'attendre sans trop perdre notre temps et d'être prêt à déployer du capital si jamais il y avait un événement de volatilité comme on l'anticipe. Ouais. Sur d'autres marchés, comme sur les marchés actions, quoi. Tout à fait. Par exemple. Oui, tout à fait. Sur d'autres marchés. François, pour terminer avec vous sur la position en matière d'investissement, notamment dans le domaine obligataire. Vous êtes gérant obligataire, vous co-gérez le fonds Alpha Bonds, crédit. Là aussi, les choses sont allées très vite. Les espérances de gains sont atteintes rapidement. Bon, je vais malheureusement pas vous faire rêver. Il y a une classe d'actifs qu'on a oubliée quand même depuis une dizaine d'années et qui retrouve de l'intérêt, c'est le cash. Dans 6 semaines, on aura des taux de la BCE à 3%. C'est vrai que nous, il nous semble qu'avec ces marchés qui sont globalement pricés pour la perfection, oui, en partie, remettre un peu plus de cash en portefeuille, ça nous semble pas forcément une mauvaise idée. Une autre chose dont on a parlé des corrélations tout à l'heure, il y a quand même aussi un actif peut-être qui est décorrélé des autres, c'est la devise américaine, qui est le seul actif refuge, on le voit en tout cas en termes de corrélation assez négative avec tout le reste du marché. Et le dollar américain rapporte aussi en termes de cash 4,75 aujourd'hui, 5% sans doute après la prochaine réunion de la Fed. C'est pour quelque chose qui rapporte qui va amener de la décorrélation et de la diversification. Je trouve que c'est un niveau de rendement qui est assez bon. Alors oui, il n'y aura pas de dynamique, on ne fera pas des performances extraordinaires avec ça, mais peut-être qu'il faut s'habituer à être un petit peu plus sage dans ses espérances de gains et se dire que faire dans une allocation d'actifs
4, 5, 6%, c'est déjà quelque chose de bien. Avec une faible volatilité, parce que c'est ce que ça change d'être investi sur du monétaire US bien sûr, mais on ne prend pas la même volatilité que sur, on prend pas la même sur le volatilité, crédit. mais on se donne aussi de la marge de manœuvre pour pouvoir réinvestir en cas de petits accidents sur les marchés. Et je pense que cette marge de manœuvre, elle est toujours intéressante à avoir pour pouvoir redéployer du risque si besoin devait s'en faire sentir. Mais déjà à ce stade, on est plutôt déjà en train de prendre ses profits sur certaines poches d'investissement pour se remettre tranquillement sur du cash qui rapporte, quoi. Alors nous, c'est ce qu'on fait. Alors on fait pas. C'est pas de non. manière. On met pas. Le curseur se fait de manière. C'est pas 1-0. Oui. Non, bien sûr. Mais oui, aujourd'hui, je trouve que ce cash refait du sens et que, au vu des valorisations et puis des risques qui peuvent arriver sur les marchés, que ce soit par des baisses de taux liées à une récession ou que ce soit par une hausse de taux liée à l'inflation, ces deux scénarios seraient sans doute assez négatifs pour pas mal de classes d'actifs. Avoir un peu de cash pour pouvoir en tirer profit semble intéressant aujourd'hui. Bon, c'est bien la référence à battre. Hein. On verra quelle classe d'actifs battra le cash en fin d'année 2023. On est passé aux obligations pour faire le cash. Dans une émission qui s'appelle Smart Bourse, je rappelle. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché ce soir. Damien Charlet, Mescart Asset Management, David Calfon, Sansoyes et François Collet, DNCA Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain qui nous donne l'occasion de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui est en visioconférence avec nous. Bonjour Pierre-Yves, bienvenue. Merci beaucoup de nous éclairer sur l'actualité américaine chaque semaine. Une actualité de marché qui vous intéresse pour commencer, Pierre-Yves, qui est devenu le boursicoteur américain, enthousiaste, avide même, je dirais, qu'on a vu arriver dans les marchés au moment de la pandémie en mars 2020, qui avait fait beaucoup parler de lui avec la séquence des meme stocks. Où en est ce boursicoteur américain 2 ans après, Pierre-Yves ? On a cru qu'il avait disparu. Si l'on en juge par le volume d'ordres passés par des particuliers, il était tombé grossièrement en moyenne au mois de janvier à 15 milliards de dollars contre, en mars 2020, à l'époque de l'hystérie, 25 milliards. En gros, 18% aujourd'hui contre 24% au pic. Les choses ont un petit peu évolué à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. On comprend avec cette envolée incroyable du Nasdaq en particulier qui a réveillé les instincts chasseurs de certains traders en pyjama. Pour autant, on est très loin du volume du retail investor, de l'investisseur, du petit boursicoteur, du petit porteur, qui d'ailleurs, attention, n'est pas toujours si petit que ça par rapport à la grande poussée que nous avons connue au moment de la pandémie. Pour prendre 3 valeurs qui étaient devenues des valeurs fétiches de ces boursicoteurs qui chassaient en meute et qui se retrouvaient sur des forums comme Reddit, Discord ou même tout simplement sur Twitter et qui s'entendaient pour sélectionner quelques actions qui étaient considérablement vendues à terme par des institutionnels, avec la possibilité de les faire monter pour forcer ces institutionnels à se retrouver à découvert et du coup à faire s'envoler ces valeurs qui par ailleurs avaient des fondamentaux catastrophiques. Eh bien on voit que GameStop, qui était monté à 47 $ aujourd'hui, est tombé à 22. AMC, la chaîne de cinéma, a été montée jusqu'à 35 et est tombée à 6. Quant à Bed Bath & Beyond, la chaîne de distribution de produits de décoration pour la salle de bain, elle est pratiquement en faillite, cette société. On est passé au plus haut de 23 à 3 $ aujourd'hui. Donc, les gros spéculateurs de la grande époque ont mordu la poussière, ce qui explique qu'ils aient largement disparu au cours des derniers mois, même si cette espèce n'est peut-être pas totalement évincée de la surface de la planète. Vous connaissez nos deux amis, Tina et FOMO, Grégoire. Tina est morte à cause de la Fed, mais FOMO peut-être est en train de renaître. Tina, c'est un acronyme. There is no alternative, sous-entendu, il n'y a pas d'alternative à l'investissement en actions. C'était la grande époque où les obligations ne rapportaient rien, donc tout ce qu'on pouvait acheter, en gros, c'était soit des actifs
innovants, disons, par politesse, du crypto, peut-être des matières premières, mais surtout des actions. Tina est morte parce que la Réserve fédérale a tout d'un coup relevé massivement ses taux d'intérêt et tout d'un coup, les obligations redeviennent une alternative aux actions. FOMO, en revanche, FOMO est peut-être en train de renaître de ses cendres après avoir pratiquement disparu. FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de rater le coche, la peur de rester sur le quai de la gare quand le train du bull market traverse la gare et qu'on n'arrive pas à s'accrocher dans le wagon. Le Nasdaq a perdu 33% l'an dernier, mais attention, il en a gagné 15 au mois de janvier, donc c'est peut-être le moment de revenir sur certaines valeurs. En tout cas, Goldman Sachs considère dans sa boule de cristal que pas moins de 100 milliards de dollars de liquidités vont être retirés du marché en 2023 par les particuliers. Ça n'est pas négligeable, surtout les jours où ça va mal. C'est toute une liquidité qui était là et qui risque de disparaître. Oui. Très intéressant effectivement, parce que le volume des particuliers sur le marché américain est un volume qui compte. On en a pris conscience avec l'explosion effectivement de ces volumes de trading liés au retail américain, aux investisseurs particuliers à partir de la pandémie et du printemps 2020. Pierre-Yves, l'événement politique de la semaine à compter de demain, la nuit prochaine pour nous, je crois, heure de Paris, ce sera le traditionnel discours sur l'état de l'Union du président des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Joe Biden. Est-ce que c'est un événement toujours aussi important et de quoi parle-t-on ? Pardonnez-moi, Grégoire, je baille. À votre combientième discours sur l'état de l'Union, Pierre-Yves, vous avez arrêté de compter, c'est ça ? Ça fait plus de 30 ans. Non, c'est plus possible là. Non, écoutez, soyons d'abord honnêtes et respectables à l'égard du président des États-Unis. Les discours sur l'état de l'Union sont l'objet d'un énorme battage médiatique à Washington pendant les 3-4 jours qui précèdent. On en parle énormément ensuite pendant une douzaine d'heures, et puis ensuite c'est totalement oublié au bout de 24 heures, quel que soit le président. Et cette année, je pense, n'échappera pas à la règle. Tout le monde va parler de ce discours, ça a déjà commencé, on en parlera énormément demain, on va en parler un petit peu, et puis avec le décalage en Europe, un petit peu le mercredi. Et en fait, tout sera oublié. Pourquoi ? Parce qu'on a un Congrès qui est complètement divisé en deux, pratiquement en deux parts égales, que les Républicains n'ont qu'une seule obsession, c'est de détruire le peu de choses qui a été construite par Joe Biden depuis 2 ans. Quant à Joe Biden, il est obsédé par la nécessité de faire remonter sa cote de popularité, de convaincre des Américains qui sont très sceptiques que l'Amérique ne va pas si mal que ça. Tout cela pour préparer le terrain de sa candidature qui, nous en avons déjà parlé il y a quelque temps, vous et moi, Grégoire, n'est pas officielle, mais est pratiquement acquise. Vous avez noté par exemple que le Parti démocrate vient de changer le calendrier des primaires. On ne va plus commencer par l'Iowa, où Joe Biden aurait très peu de chances de gagner. On va commencer par la Caroline du Sud. Là, il a de très fortes chances de gagner. La cote de popularité de Joe Biden, c'est 42%. C'est inférieur à la moyenne des 13 précédents présidents. Les Américains sont toujours aussi pessimistes en dépit d'un taux de chômage qui est au plus bas depuis 53 ans. On a plus de 40% des Américains qui sont convaincus que financièrement, ils ont perdu depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Joe Biden va utiliser les longues minutes de télévision que vont lui accorder les réseaux américains pour expliquer que ça va beaucoup mieux, que l'inflation baisse, que le chômage tient bon, que le chômage ne grimpe pas, pardon, que l'emploi tient bon, et que les réformes, en particulier investissement en matière d'infrastructure et les fortes dépenses qui commencent à peine d'être mises en jeu, sont en train de porter leurs fruits et vont refaire de l'Amérique un pays qui est bon pour les classes moyennes, qui est bon pour l'industrie et qui est bon pour la croissance de tout le monde. Les sondages montrent que beaucoup d'Américains, une majorité d'Américains, ne croient pas dans ce scénario. Quant aux démocrates, et c'est surtout ça qui est intéressant,
en l'occurrence si Joe Biden prépare effectivement sa candidature. 58% des Américains qui sont enregistrés sur les listes électorales et qui ont l'intention de participer aux primaires, 58% des Américains considèrent que Joe Biden ne devrait pas être le candidat de leur parti dans 2 ans. Donc Joe Biden a une 50aine de minutes pour convaincre, pour proposer de nouvelles initiatives législatives. Les républicains vont beaucoup applaudir avec un grand sourire, mais n'en penseront pas moins. On suivra ça ou pas, d'ailleurs, du coup, la nuit prochaine pour nous, dans la nuit de mardi à mercredi, je crois que ça doit être autour de 3h du matin, heure française, oui. Heure de Paris. Bon, les commentaires et le résumé du lendemain matin sera largement suffisant. Dernière question, Pierre-Yves, le ballon chinois, je ne sais pas, premier commentaire sur cette affaire. J'ai l'impression que ça embête tout le monde et que ça embête peut-être même autant les États-Unis que la Chine à ce stade. Écoute, moi, ce qui me frappe, c'est que la Maison-Blanche et le Pentagone n'ont parlé de ce ballon que lorsqu'il est devenu visible à l'œil nu par les gens qui habitaient dans le Montana. Ils savaient que le ballon était là et ils n'ont rien dit. Et on entend dire maintenant, et j'ai tendance à le croire, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des ballons qui traversent le territoire américain en violation manifeste de la souveraineté aérienne américaine, mais que les Américains n'ont rien dit, parce qu'on ne les voyait pas. C'est un petit peu comme les documents ultra secrets du président Biden qui sont restés cachés pendant 68 jours jusqu'à ce que ça soit révélé par la presse. Et à ce moment-là, la Maison-Blanche a dû admettre que oui, effectivement, il y avait des documents qui ne devaient pas être là où ils étaient. Je pense que les États-Unis de Joe Biden, et ils sont critiqués par les républicains, ont essayé de répondre de manière extrêmement mesurée à cet incident. Et en dépit des déclarations fracassantes des républicains en la matière, je pense que c'est plutôt bien joué de la part du président Biden d'avoir attendu aussi longtemps pour... on n'a pas besoin d'un incident de plus, ça va déjà suffisamment mal entre la Chine et les États-Unis. Il faut mettre un plancher quand même à la dégradation de la relation Chine-États-Unis. Il ne faut pas que ça aille trop vite, trop fort non plus. Hein. Oui, je pense que le discours de Joe Biden est très dur à l'égard de la Chine et je ne serais pas surpris que des éléments de la Navy se déploient encore non loin de Taïwan, y compris dans des zones qui sont contestées par la Chine communiste, puisqu'on appelle ça la Chine communiste à Washington. Mais cette histoire de ballon n'arrange personne. Ouais. Bon. Et elle a conduit à l'annulation, le report sine die de la visite d'État d'Anthony Blinken, enfin visite d'État, non, du secrétaire d'État qui était prévu en Chine, qui était censé être la première visite de ce niveau depuis plusieurs années maintenant pour un officiel américain sur le territoire chinois. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Smart Bourse et de Bismart avec nous en direct chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, rediffusé dans l'émission à partir de 20h, donc 20h45 pour ce quart d'heure américain, que vous retrouvez également en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.